Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup d'État spécial Covid-19. J'espère que vous allez bien et surtout j'espère que tous les gens qui vous sont proches sont en bonne santé et que personne autour de vous ne souffre de cette maladie terrible. Alors aujourd'hui, on va parler financement. La question la plus récurrente que j'ai eue depuis le Covid et depuis le début de cette crise de la part de mes startups, des gens dehors, des inconnus dans la rue et de la boulangère à qui j'ai acheté du pain, c'est comment on fait pour lever des fonds en ce moment ? Alors, déjà, remettons les choses en perspective. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe pour un investisseur. Si vous êtes un investisseur en start-up et que vous êtes dans la situation où vous avez besoin de déployer du capital, c'est parce que quelqu'un vous a donné cet argent. Grosso modo, les investisseurs ont eux-mêmes des investisseurs. Il est fort probable d'ailleurs que les investisseurs de ces investisseurs aient eux-mêmes des investisseurs. Une chaîne, ça peut être des retraités de Californie qui confient de l'argent à un fonds de fonds luxembourgeois. Ce fonds de fonds luxembourgeois confie de l'argent à un fonds qui vous le confie à vous. Donc entre vous et l'argent, il y a énormément de niveaux. Et chacun de ces niveaux a ses peurs, ses règles, ses envies, ses angoisses, ses besoins. Il existe énormément d'acteurs avec leurs spécificités, leurs différences, leurs contraintes particulières. Mais tout ce monde de l'investissement en ce moment a un point commun. C'est que l'investissement déteste l'incertitude. Or, aujourd'hui, il y a deux incertitudes fondamentales qui pèsent sur les investisseurs. Incertitude numéro 1, quelle est la valeur des entreprises dans laquelle ils investissent ? La valeur d'une entreprise privée se fait par l'offre et la demande. Vous avez 10% de vos actions à vendre. Si une personne veut seulement les acheter, vous les vendez au prix qu'elle veut bien les vendre. Si 2 personnes veulent les acheter, alors vous avez un peu de compétition. Si 10 investisseurs veulent l'acheter, alors vous avez un prix qui peut être fixé vers le haut. Problème, c'est que là, plus personne n'est vraiment en mode achat et personne ne sait vraiment quelle va être la valeur terminale des entreprises. Qu'est-ce que la valeur terminale ? La valeur terminale, c'est la valeur une fois que l'entreprise a eu le temps de se développer et que les investissements ont porté leurs fruits. Grosso modo, quand vous investissez dans les startups, vous devez être parfaitement optimiste sur la valeur terminale des entreprises. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de croire que l'entreprise, une fois qu'elle se sera développée, vaudra beaucoup plus que le prix que vous avez payé aujourd'hui. Or, les investisseurs en start-up sont obligés de payer des prix élevés pour les entreprises à cause de cette incertitude. Et cette incertitude a eu tendance, sur les 10 dernières années, à faire monter les valorisations. Mais lorsque le monde s'écroule, lorsqu'on ne sait pas à quoi va ressembler l'économie, d'un seul coup, ces investisseurs sont des investisseurs qui ne peuvent plus prendre de décisions. Et puis, il y a plein d'autres mécanismes. Par exemple, un investisseur en start-up, en général, il lève son argent auprès de gens qui ne sont pas investis que dans les start-up. Imaginez que vous êtes un fonds de fonds et que vous avez une partie de votre argent en bourse, une partie de votre argent dans des fonds start-up. Votre argent en bourse vient de faire moins 40%. Si ça a fait moins 40%, vous ne pouvez plus vendre des assets en bourse qui sont liquides pour financer des startups qui ne le sont pas. Grosso modo, la machine à billets, l'ATM, est cassée. Et tous ces phénomènes d'une grande complexité s'incarnent et se résument dans un humain que vous rencontrez, que vous pensez être tout puissant, parce que les investisseurs ont développé cette image de toute puissance, et vous pensez qu'il est capable de prendre des décisions seul. Évidemment, cette personne que vous pensez être toute puissante a des contraintes, et ces contraintes, il ne peut pas vraiment vous les expliquer. Deuxième phénomène de la levée de fonds pendant le Covid. Un certain nombre d'investisseurs, dont certains que j'apprécie énormément, comme Jean de la Roche-Brochard, ont pris position pour les entrepreneurs en ligne en disant que les investisseurs qui avaient signé des term sheets avant la crise devaient respecter ces term sheets pendant la crise. Et j'entends cet argument et je comprends pourquoi Jean dit ça et je le remercie pour sa défense toujours intense des entrepreneurs. Maintenant, regardons tous la vérité en face. La vérité, c'est que quand les conditions changent, le monde change et quand le monde change, les deals qui étaient avant
validés ne le sont plus aujourd'hui. Et donc, c'est normal que les investisseurs soient beaucoup plus méfiants. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de levée de fonds dans les mois qui viennent, mais ça veut dire deux choses. La première, c'est que la barre pour investir va être beaucoup plus haute. Vous pouvez imaginer que l'investissement, c'est un peu comme passer un examen et que votre boîte est notée par un professeur qui est l'investisseur. Avant, un professeur qui aimait bien investir dans des 7 sur 20 et était à l'aise d'investir dans un 7 sur 20, et bien peut-être qu'il va passer à un 12 ou un 13 sur 20. Un type qui investissait dans des 12 sur 20, peut-être que maintenant il va se dire « moi, je n'investis plus que dans des 18 sur 20 ». Et plus vous montez la note, et évidemment, plus le nombre d'entreprises éligibles va être faible. Il va même sans doute se passer un mécanisme un peu bizarre où un certain nombre d'entreprises vont lever beaucoup plus d'argent que les autres parce qu'elles seront des 18 sur 20, des 19 sur 20 et des 20 sur 20 et que les investisseurs ont toujours des contraintes de déploiement qui sont très importantes. Et au lieu de diversifier leurs risques dans un certain nombre d'entreprises, ils vont concentrer leurs risques dans des entreprises qui ont l'air moins risquées parce qu'elles sont des 18 sur 20, des 19 sur 20, etc. Et ça va avoir une influence sur le grand jeu de la start-up. Alors, essayons de prendre un peu de recul. La levée de fonds n'est pas obligatoire pour construire une start-up. Il n'y a pas si longtemps, on faisait des startups sans lever des fonds et tout allait très bien. On a créé des très très grandes entreprises sans lever des fonds et il y a plein de façons de se financer qui ne reposent pas sur le VC. Le VC est une minorité. Évidemment que l'entrepreneuriat a l'air d'être « je fais un business plan, je vais voir des investisseurs, je fais la danse du ventre et on me donne de l'argent ». Mais il n'empêche, ce n'est pas la seule façon d'être entrepreneur. D'ailleurs, si vous me demandez mon opinion et un brin d'optimisme, moi je suis plutôt content de cette situation. Je commençais à être en déprime totale de parler à des VC toute la journée. Là, en ce moment, les VC, ils parlent à personne. Moi, je me sens plutôt bien et je peux me concentrer sur les entrepreneurs. Et vous devez comprendre que donc, aller lever des fonds en ce moment, ça doit être fait que si vous êtes un 18 sur 20 ou un 19 sur 20. Si vous regardez Coup d'État, il y a de fortes chances que vous n'en soyez pas un. Il y a de fortes chances que votre entreprise ne soit pas encore prête à aller lever des fonds. Ne perdez pas votre temps. Dans cette crise, perdre son temps devient extrêmement dangereux. Parce que perdre son temps dans un moment aussi dur, c'est peut-être mettre en danger de vie et de mort votre entreprise. Concentrez-vous sur votre value proposition, concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez agir. Les investisseurs y reviendront peut-être. Pour l'instant, ils ont tout intérêt à attendre. Ils investissent sur des périodes de 10 ans. Une crise de 6 mois n'a aucun intérêt de précipitation. Alors, je sais bien que tous sur Twitter disent qu'ils continuent d'investir, qu'ils continuent de faire des deals, mais soit ils sont complètement cons, soit ils mentent. J'espère pour vous qu'ils mentent, parce que s'ils sont complètement cons et qu'ils continuent à faire des deals, vous feriez peut-être mieux de ne pas prendre leur argent. Alors, étant donné qu'on va se concentrer sur le business, on va devoir se concentrer encore plus qu'avant sur deux choses fondamentales, le marketing et les ventes. Dans le prochain épisode, on va voir comment gérer son marketing à l'ère du Covid.